Alléluia, j'ai enfin tout compris à la façon de construire logiquement les assemblages de Geometry Nodes. Et comme j'ai tout compris, j'entreprends immédiatement de tout vous expliquer. Bon, vous n'êtes pas né de la dernière pluie, et vous vous dites très certainement que je fanfaronne. Si je viens de comprendre, ça veut dire que je n'ai évidemment pas eu le temps d'approfondir. Vous avez raison, mais vous avez quand même tort. Car quand je dis que j'ai tout compris, ça signifie que j'ai enfin réussi à raccorder les Geometry Nodes, qu'en effet je commence seulement à maîtriser, à la partie la plus fondamentale de ma compétence en matière algorithmique, compétence tout à fait réelle cette fois puisque ça fait plus de 30 ans que je la développe. Et je suis certain d'avoir compris avec cette compétence pluridécennale des choses assez fondamentales qu'à moi au moins personne n'avait jamais expliquées, qu'on ne vous avait probablement pas expliqué non plus, même si comme moi vous vous êtes déjà coltiné des paquets de tutoriels sur les Geometry Nodes, et qui pourtant, je vous assure, peuvent absolument transfigurer tout ce que vous avez déjà appris sur le sujet. Donc, listen to me, je vous assure que vous n'allez pas perdre votre temps. Les Geometry Nodes ont été mis au point par des analystes programmeurs résonnant avec leurs habitudes de travail. Or, il se trouve que j'ai les mêmes, et que donc il y a un paquet de choses que je peux comprendre à demi-mot. En revanche, ces mêmes Geometry Nodes sont très principalement utilisés par des graphistes qui n'ont pas du tout les mêmes références et qui ne s'intéressent pas à la logique interne du bazar, à supposer qu'ils y comprennent quelque chose, ce qui, à mes yeux d'analyste programmeur, a toujours paru douteux. La quasi-totalité des tutoriels YouTube sur la question sont concoctés par des graphistes enthousiastes qui ont très bien compris comment assembler les nodes pour aboutir à plein de choses très jolies, assurément bien mieux que je ne saurais le faire, qui ont peut-être même réussi à vous le faire comprendre à vous aussi en grande partie, mais qui souvent restent complètement ignorants des bases algorithmiques. Or, c'est de ça, et de ça seulement, que je vais maintenant vous entretenir, et vous allez voir que ça se révèle fichtrement utile. Je ne peux pas être arrogant au point de vous promettre que ce qui va suivre est le meilleur tutoriel que l'on pourra jamais concocter sur ces questions. Pour être honnête, je l'ai concocté principalement pour fixer mes idées, beaucoup plus que pour les transmettre, et d'ailleurs je parierais que dans 15 jours je serai moi-même déjà capable de concevoir quelque chose de bien mieux, mais je vous garantis que ce que je vais vous dire là tout de suite est, au moins pour mon cerveau d'analyste programmeur, déjà beaucoup plus clair que ce que l'on m'a jamais dit sur la question. Ça m'étonnerait donc que ça ne puisse pas vous être utile à vous aussi, y compris si vous n'avez jamais écrit une ligne de code, et même si vous n'avez pas la moindre intention de vous y mettre jamais. Et pour entrer dès maintenant dans le concret, je vais partir d'un exemple. Un exemple juste assez compliqué pour que ce tutoriel ait un intérêt, mais un exemple quand même très simple, et surtout un exemple comme on les aime quand, comme moi, on est amoureux fou de la logique, au lieu d'un exemple comme les aiment les graphistes, c'est-à-dire un truc très réjouissant pour les yeux, mais complètement imbitable d'un point de vue algorithmique. Cette vidéo peut être vue d'une seule traite, sans que vous manipuliez Blender vous-même, mais le fichier Blender sur lequel je vais vous faire ma démo est disponible sur le net au moment où j'enregistre, et il restera, disons, un certain temps. Il m'arrive de faire du ménage sur mon serveur. Si vous avez envie de faire vous-même quelques tests sur mon fichier et que vous voyez cette vidéo peu de temps après le moment où je la concocte, c'est-à-dire début août 2023, alors vous avez de fortes chances de pouvoir récupérer mon fichier Blender à cette adresse. https://tinyurl.com KHVAD7RZ. Et je vous mets même un QR code pour être moderne, même si à mon avis il faut être sévèrement frappé pour essayer de manipuler un fichier de Blender sur un téléphone mobile, mais c'est vous qui voyez. Voici mon exemple. C'est un enclos carré avec 4 palissades autour. C'est très moche, mais d'un point de vue algorithmique, ça a une immense vertu. Il est manifeste que ça comporte 3 niveaux logiques, que je vous énumère. Primo, la conception d'une planche. Pour que ce ne soit pas un simple parallélépipède, j'ai doté cette planche bleue d'une petite fioriture jaune, et par la même occasion, j'ai donné à l'objet un recto et un verso faciles à distinguer. Deuxième niveau logique, la fabrication d'une palissade rectiligne à partir d'une série de ces planches. Tertio, le dernier et plus important niveau logique, l'opération consistant à enclore un terrain avec 4 de ces palissades disposées en carré. Et ce que je vais vous montrer, braves gens, c'est que ces 3 opérations logiques peuvent parfaitement être traduites dans 3 paquets de Geometry Nodes complètement distincts, suffisamment simples pour rester lisibles au point qu'un cerveau normalement constitué puisse s'orienter dedans, même si ça n'est pas un cerveau d'analyste programmeur, en lieu et place de l'immonde tas de spaghettis que vous trouverez dans tous les tutoriels concoctés par des graphistes. En outre, ces 3 paquets de nodes consciencieusement séparés entretiennent des rapports logiques et hiérarchiques, le genre de truc que nous autres analystes programmeurs avons appris à adorer parce que ça a l'immense mérite d'être
incompréhensibles. Je vous assure, on peut non seulement les construire, ce que les graphistes savent faire et parfois même vous expliquer, mais on peut aussi et surtout réussir à s'orienter là-dedans pratiquement sans effort, et sur ce coup-là, l'immense majorité des graphistes avec qui j'ai parlé de Geometry Nodes étaient aussi évasifs, imbitables ou carrément muets qu'il est possible, vu qu'à mon avis, ils n'y comprennent rien, et pourtant je vous assure qu'ils ne savent pas ce qu'ils ratent. Je n'ose pas imaginer à quel immonde stalmigondi ils auraient abouti s'ils avaient mélangé les 3 jolis paquets propres en ordre que je viens de vous faire entrevoir, pour les rassembler dans un paquet récapitulatif unique et éléphantesque. Or, c'est toujours à ce genre d'horreur qu'ils aboutissent, faute d'avoir des idées claires sur ce qu'est une hiérarchie logique. Une autre chose par laquelle cette vidéo va se différencier d'un tutoriel de graphiste, c'est que je vais partir de l'ensemble, de l'enclos avec ses 4 palissades en carré, pour m'enfoncer ensuite dans le détail, alors qu'en général un graphiste va au contraire partir des éléments pour construire l'ensemble. Ce n'est certes pas absurde non plus, c'est même complètement logique quand on cherche à décrire la méthode de construction, mais il faut savoir faire les deux. Eux partent de rien pour aboutir à l'ensemble, et ce faisant ils vous expliquent très bien le montage des éléments. Mais assez souvent ils ne pensent même pas à vous parler de la structure, tandis que moi je vais à l'inverse partir de l'ensemble pour procéder au démontage, de façon que cette structure, et surtout la façon de s'y orienter et de la manipuler, vous deviennent évidentes. Bref, je ne vous mens pas, je vais bel et bien vous montrer des trucs qu'on ne vous a jamais expliqués. D'abord, qu'il soit bien clair que l'objet que vous avez sous les yeux est paramétrable, ce qui constitue l'un des principaux avantages de l'usage des Geometry Nodes. Vous pouvez changer la hauteur de la palissade, vous pouvez changer la taille de l'enclos, puis adapter les palissades en conséquence. Soit dit en passant, il aurait été tout à fait possible de configurer les Geometry Nodes pour faire les deux choses d'une seule opération, mais j'ai jugé que mes ensembles de spaghettis étaient déjà largement assez complexes pour ce tutoriel. Et à titre pédagogique, j'ai ajouté une petite fantaisie. Vous pouvez faire légèrement pivoter chaque planche, un peu comme si vos palissades étaient des stores vénitiens. Et toutes ces choses peuvent être paramétrées à tout moment, rien qu'avec les yeux et la souris. C'est ça la magie des Geometry Nodes. Dans la scène dont je vais à présent vous expliquer la structure, il y a 3 objets. La planche, la palissade, l'enclos. Je ne vous en expliquerai jamais qu'un à la fois, mais je vous montre tout de suite qu'à chacun des 3 est associé un paquet de nodes indépendants. C'est ça qui permet d'échapper à l'illisibilité. Bien sûr, tout simples qu'ils sont, ces paquets de nodes sont quand même trop abondants pour qu'on puisse ne leur accorder que la moitié de la fenêtre, donc nous allons leur donner tout l'espace et même zoomer sur des sous-parties. En revanche, pour que ce tutoriel ne dure pas 3 heures, je développerai assez peu leurs détails, mais rien ne vous empêche de mettre la vidéo en pause dans les moments où je zoome si vous voulez approfondir tel ou tel point. Tout ce que je fais est de toute façon très élémentaire, vu que je n'utilise jamais que la petite trentaine de nœuds ultra courants dont j'ai à peu près compris l'usage. Or donc, voici le paquet de nodes de l'enclos avec ses 4 palissades, c'est-à-dire le niveau hiérarchique supérieur. Donnons-lui tout de suite la totalité de l'écran. Ça reste trop petit pour qu'on en lise le détail, mais vous pouvez déjà remarquer cet ensemble de 4 groupes de nœuds qui se ressemblent comme des frères. Ce sont effectivement des frères, et il y en a un pour chacune des 4 palissades, nord, sud, est et ouest, avec des adaptations à chaque fois pour le positionnement et l'orientation. Tout en haut à droite, notez ce petit ensemble de rien du tout, c'est tout simplement ce qui concerne le plane vert sur lequel reposent les 4 palissades. Notez les 2 nodes Join Geometry, un premier pour rassembler les 4 palissades, un second pour rassembler les palissades d'une part, le plane vert d'autre part. Notez encore que le nœud Group Input est répété à 5 reprises dans ce bel ensemble de nodes. Je connais des analystes programmeurs qui vont tout de suite avoir envie de m'insulter en disant que j'enfreins le principe de programmation dit DRY pour Don't Repeat Yourself, que je construis mon ensemble de nodes comme un sagouin en ayant recours à l'ignominieuse méthode WET pour Write Everything Twice. Eh bien, les analystes programmeurs qui m'opposeraient ces beaux principes auraient raison en théorie, mais complètement tort en pratique. L'expérience démontre en effet qu'un respect trop rigoureux du principe DRY mène inévitablement à des paquets de spaghettis complètement emberlificotés, et je vous assure que c'est tellement illisible qu'il vaut vraiment 100 fois mieux admettre une exception, et une seule, au principe DRY. Pour les nœuds dits Group Input, c'est-à-dire ceux qui regroupent les paramètres que vous pouvez modifier dans l'onglet des propriétés des modificateurs de votre sous-fenêtre Editor Type, celle que la tradition place généralement en bas à droite. Notez d'ailleurs que bien que ces 5 nœuds soient bel et bien 5 représentations de la même chose, permettez-moi d'insister, 5 représentations d'un nœud unique et non pas 5 copies indépendantes d'un même nœud d'origine,
Si vous avez déjà programmé en C ou C++, voyez ça comme 5 pointeurs pointant sur la même adresse. Eh bien, ces 5 représentations du même nœud groupe input n'ont pas rigoureusement le même aspect, car il est possible de masquer les sockets inutilisés sur une représentation précise. On peut les faire disparaître ou réapparaître en sélectionnant le nœud et en tapant CTRL-H avec H comme hide. J'ouvre ici une importante parenthèse. Avant de zoomer sur cet écran, jetons un coup d'œil à ce qui est affiché tout en haut, et là encore je parierais qu'aucun tutoriel de graphiste ne vous a jamais expliqué ça. Nous voyons le groupe de Geometry Nodes de l'enclos, et cela nous est rappelé par une mention en 2 endroits. Déjà, si on ne vous a jamais appris à vous en servir, les mentions qui apparaissent à cet endroit dans vos fichiers doivent être du genre geometrynodes.002 ou nodegroup.005, mais on a vraiment intérêt à remplacer ça par des mentions plus intelligibles. Et je vous expliquerai comment, mais plus tard. Moi, j'ai choisi d'appeler ce paquet GNenclos, et comme vous pouvez le constater, quand on déroule ce petit menu, on voit qu'il y a d'autres groupes de Geometry Nodes auxquels j'ai également donné des noms explicites. Vous ne savez pas encore le faire, je vous expliquerai ça plus tard, probablement même carrément dans une autre vidéo, car sans être très compliqué, ça n'est quand même pas extrêmement simple et il faut prendre le temps de l'expliquer. À ce stade du récit, et tant que je ne vous ai rien appris sur la question, ne touchez surtout à rien, refermez ce petit menu déroulant après l'avoir lu sans rien sélectionner dedans. En effet, un choix dans ce menu a 2 conséquences simultanées, et si ça se trouve, il n'y en a qu'une sur les 2 que vous jugeriez souhaitable, alors que l'autre ferait quelque chose que vous préféreriez très probablement éviter, et là encore, vous risqueriez de ne plus rien comprendre. Ce menu permet de passer d'un paquet de Geometry Nodes à un autre, donc de lire un autre paquet de nodes que celui que vous avez sous les yeux, mais il va aussi appliquer l'action décrite par le paquet de nodes affiché à l'objet qui est sélectionné au moment où vous déroulez le menu, ou au dernier objet sélectionné si à ce moment-là vous n'avez rien du tout sélectionné. Et ça, non seulement ça n'est probablement pas ce que vous souhaiteriez faire, mais en plus ça risque d'arriver sans même que vous vous en rendiez compte, et ça risque de vous donner ultérieurement l'impression d'un fichier buggé. Vous allez penser qu'un bug de ce maudit Blender vient de détruire tout un long travail minutieux, ça va vous rendre fou, et vous allez vous promettre de ne plus jamais toucher à cette cochonnerie de Geometry Nodes. En tout cas, c'est comme ça que moi je réagissais à chaque fois, tant que je n'avais pas compris comment ça marchait. Respirez par le nez, je vais vous expliquer, mais en attendant, ne jouez pas les cacous, écoutez-moi sagement comme de bons élèves. L'autre endroit où vous pouvez lire le nom du paquet de Geometry Nodes affiché, c'est au bout de la ligne qui décrit le chemin logique pour y arriver. C'est cette mention qui est vraiment significative, je veux dire c'est celle qui correspond vraiment à ce qui est affiché, car quand il y a des relations hiérarchiques entre les groupes de nodes, le menu déroulant vous indique seulement votre point d'entrée dans la hiérarchie, tandis que la ligne descriptive vous montre où vous êtes parvenu et par quel chemin logique vous y êtes arrivé, et ça n'est pas du tout la même chose. Quand vous partez du haut de la hiérarchie, le même point d'entrée peut vous mener à plusieurs niveaux de la hiérarchie, mais le menu déroulant n'affichera jamais que le point d'entrée, quel que soit le niveau hiérarchique où vous vous trouverez. Comme si ça n'était pas déjà assez compliqué comme ça, notez que mon menu déroulant n'affiche pas 3 groupes de nodes correspondant aux 3 niveaux hiérarchiques dont je vous ai parlé, mais 5. Car il y a aussi 2 paliers intermédiaires que l'on traverse quand on s'enfonce dans la hiérarchie. Notez ça dans un coin de votre tête sans chercher encore à comprendre, je vous expliquerai à quoi ça correspond quand le moment sera venu, c'est-à-dire probablement dans une seconde vidéo, car la chose sans être effroyablement compliquée n'est pas assez simple pour être seulement survolée. Notez enfin que comme tout cela n'est pas très simple ni très intuitif, il est fortement recommandé de mettre en place quelques panneaux explicatifs dans vos groupes de Geometry Nodes, exactement dans le même esprit que l'on place des panneaux indiquant le nom des rues aux angles des carrefours, pour vous éviter de vous paumer. Ça ne se fera pas tout seul, c'est à vous de mettre en place de tels panneaux, vous pouvez même vous payer comme moi le luxe de les placer sur fond de couleur pour qu'ils sautent aux yeux, et je vous assure que vous ne vous repentirez pas de vous imposer ce travail. Et toutes ces choses sur les niveaux hiérarchiques intermédiaires étant dites, refermons la parenthèse et voyons plus en détail ce paquet de nodes qui sert à décrire la mise en place des 4 palissades. Je ne vous détaille pas la logique du bazar, elle n'est pas trop difficile à comprendre en ce qui concerne tous les nœuds standards et très courants que sont Group Input, Transform Geometry, Set Position, le nœud mathématique Multiply et Combine XYZ, tout ça c'est standard. Ce qui ne l'est pas et est d'ailleurs signalé par un en-tête vert sombre, couleur de l'espérance, c'est ce nœud que j'ai baptisé GN Palisse Ext, mention dont vous avez peut-être noté la présence dans le menu déroulant dont je viens de vous parler. C'est un nœud personnalisé, un de ces paliers intermédiaires dont je vous ai signalé l'existence, et un point d'entrée vers un autre paquet de nœuds concernant non plus l'enclos avec ses 4 palissades, mais une palissade type.
Nous sélectionnons ce nœud, il n'y a plus qu'à appuyer sur la touche Tab et pouf, nous descendons d'un demi-palier dans la hiérarchie. Notez que la mention dans notre menu déroulant reste GN enclos, parce que c'est toujours par ce point d'accès que nous sommes entrés dans la hiérarchie. En revanche, la ligne récapitulative a été allongée d'une mention supplémentaire, GN Palice Ext, qui est le nom du palier intermédiaire sur lequel nous nous trouvons, et que nous allons tout de suite quitter en tapant une nouvelle fois Tab, vu que ce n'est pas ce palier intermédiaire GN Palice Ext qui nous intéresse, mais bien l'étage inférieur, que j'ai baptisé GN Palice Int. Int ne signifiant pas intermédiaire, mais intérieur. Ext, extérieur, c'est le contenant. Int, intérieur, c'est le contenu. Au moment même où nous accédons à ce paquet de nœuds GN Palice Int, notez la mention au bout de la ligne du chemin d'accès, comme nous sommes à la même échelle que pour le palier intermédiaire, tout n'est pas visible, il arrive même qu'il n'y ait carrément rien de visible, et il faut donc dézoomer. Il suffit de taper sur la touche Home pour avoir une vue d'ensemble. Ici, le nœud le plus important sur le plan logique, c'est Meshline, qui va nous permettre d'aligner une dizaine de planches les unes à côté des autres. Les 4 nœuds à en-tête bleus dans la partie centrale opèrent les calculs nécessaires au bon positionnement du centre de la palissade, et c'est Meshline qui va se charger du positionnement de chaque planche. Mais la planche elle-même est décrite à un niveau hiérarchique inférieur, comme vous le signale la coloration verte, couleur de l'espérance, de l'en-tête. Notez que les paramètres hauteur et angle planche, qui vont être utilisés au niveau inférieur, proviennent eux-mêmes via le nœud Group Input du niveau hiérarchique supérieur, et ça, mes petits chéris, c'est un parcours hiérarchique. Il ne nous reste qu'à descendre un demi-palier, puis un autre, comme nous venons de le faire, pour arriver au niveau du groupe de nœuds décrivant une planche type. On sélectionne donc ce nœud à en-tête vert intitulé GN planche Ext, on tape Tab une première fois pour le palier intermédiaire et une seconde fois pour atteindre le contenu détaillé de ce nœud, intitulé GN planche Int, comme vous pouvez le lire à la fin du chemin d'accès. Comme précédemment, nous ne sommes pas à la bonne échelle et il faut encore taper Home pour tout voir, puis zoomer un peu pour que ce soit lisible. On a peine à croire qu'il faille tant de tintouin pour parvenir à représenter un simple parallélépipède bleu avec une petite fioriture jaune. Mais c'est comme ça, la 3D informatisée, ça donne assez souvent l'impression qu'il faut un marteau pilon pour écraser une mouche. N'en faites pas le reproche aux Geometry Nodes, moi qui me souviens de la glorieuse époque du langage VRML, je vous assure qu'on était également effaré de la complexité du code informatique qu'il fallait écrire pour obtenir des résultats très élémentaires, raison pour laquelle on se focalisait sur la structuration logique pour arriver à s'orienter dans tout ce bazar, et on retrouve la même problématique avec les Geometry Nodes. En 3D, où on structure les choses logiquement, où on s'y perd. C'est comme ça et il ne peut pas en aller autrement, quoi qu'en pensent les graphistes. Mais je vous l'assure, au bout de mes 30 et quelques années à écrire des listings, on arrive à bâtir cette complexité beaucoup plus vite avec des Geometry Nodes qu'avec du code informatique. C'est pour ça qu'on les a inventés, et Dieu sait pourtant si j'aime écrire du code informatique. J'ai regroupé sur un fond noir, visuellement et non logiquement, quelques nœuds ensemble. On fait ça avec CTRL-J pour qu'on s'y retrouve un peu. Ce tout petit rectangle noir dans la partie médiane du schéma, c'est ce qui concerne la planche bleue elle-même. Bon, ça n'est pas bien malin. Mais cet énorme ensemble en haut, c'est ce qui concerne la fioriture jaune, et comme vous le voyez, le diable est vraiment dans les détails, car c'est 7 ou 8 fois plus compliqué. Quant à cette petite paire de nœuds là en bas, bon là j'avoue, par rapport à du code informatique, c'est franchement lourdingue pour bien peu de choses, vu qu'il s'agit tout bêtement d'une règle de 3. Le paramètre rotation d'un nœud transform géométrie reçoit des valeurs en radians, alors que moi je veux pouvoir saisir les paramètres en degrés. C'est donc de la cuisine de matheux, et si vous n'y comprenez rien, ce n'est pas très grave, mais ça vous apprendra à ne pas avoir écouté votre prof de maths quand vous étiez au lycée. Jetons un coup d'œil sur ce qui se passe du côté du groupe input. Vous noterez mon côté Pénélope, faire et défaire c'est toujours travailler, car je rassemble les 3 paramètres x, y, z avec un nœud combine x, y, z, pour aussitôt les séparer avec un nœud separate x, y, z. Ça ressemble à du masochisme, mais en fait ça m'a permis de diminuer considérablement les embrouillamini de spaghetti, et comme disait Rivarol, ce qui n'est pas clair n'est pas français. Voici enfin le paramétrage de la petite fioriture jaune. Écoutez, mettez la vidéo en pause si vous jugez utile d'étudier ça, je n'ai pas envie de m'attarder là-dessus. Ce que je veux absolument vous montrer, en revanche, c'est comment on crée un niveau hiérarchique inférieur, comment on lui donne un nom, et ce que c'est que cette histoire de paliers intermédiaires dont j'ai déjà évoqué plusieurs fois l'existence, et cela va faire l'objet d'une seconde vidéo, car, comme je vous l'ai déjà dit, sans être très complexe, ça n'est quand même pas, hélas, aussi lumineusement simple qu'on pourrait l'espérer.